Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette webconférence du 23 novembre dédiée aux politiques industrielles européennes. Cette émission s'inscrit dans notre série de webconférences L'avenir de l'Europe, où on a déjà traité des sujets tels que la guerre économique, l'autonomie stratégique, les plans de relance européens ou bien la réponse européenne à l'Inflation Reduction Act américain. Aujourd'hui, avec mes collègues Paola Momperus-Veroni, économiste zone euro, Marianne Picard, économiste France, et Sofia Tosi, économiste Italie, et moi-même, Tiziano Brunello, sur l'Espagne, nous allons vous présenter la nouvelle stratégie industrielle européenne et ses déclinaisons dans les grands pays de la zone. Cette présentation va durer environ 50 minutes et ensuite, il y aura une séance de questions-réponses. Vous pouvez dès à présent poser vos questions en direct dans les modules en bas à droite de vos écrans. Donc, pour commencer, je vais passer la parole à Paola qui nous présentera les initiatives industrielles au niveau européen. Bonjour Paola. Bonjour Tiziano, bonjour à tous. Oui, je vais donc initier avec un cadrage sur la politique industrielle européenne, ou plutôt sur la stratégie industrielle européenne, en faisant un peu un historique. Ensuite, on regardera les moyens d'action et après la mise en œuvre de quelques initiatives spécifiques de cette politique ou de cette stratégie. Alors, pourquoi je parle finalement de stratégie plutôt que de politique? Parce qu'en fait, la politique industrielle est un peu l'enfant pauvre des politiques européennes, dans le sens que le traité de fonctionnement de l'Union européenne prévoit des mesures au soutien de l'industrie, mais qui sont des mesures un peu transverses en fait, et qui ne ciblent pas. On n'est pas dans une optique vraiment sectorielle de ciblage de certains secteurs et de fonds dirigés au secteur. C'est une logique qui est celle de l'Union européenne, hein, donc d'une économie libérale ouverte, avec une attention particulière au fonctionnement du marché unique et donc des actions de la politique de la concurrence pour accroître la compétitivité sur le marché unique, éviter la formation de concentration et surtout des mesures plutôt transsectorielles qui visent à apporter une standardisation dans la réglementation, faire que la main-d'œuvre nécessaire aux différents secteurs, aux différentes activités industrielles soit suffisante, suffisamment formée et à la pointe, disons, des besoins d'innovation des secteurs. Et donc c'est véritablement un peu des principes fondateurs d'une économie libérale qui se focalise sur des marchés concurrentiels, une compétitivité à l'exportation, une séparation État-marché et donc libre circulation des capitaux, avec une action de régulation par rapport à ces principes fondateurs qui a pris une dimension très importante dans tout ce qui est limitation des rentes, de monopole et des concentrations par la politique de la concurrence et qui a été un peu moins attentive sur les autres principes régulateurs qui sont ceux de la correction des asymétries et des non-réciprocités, notamment vis-à-vis d'acteurs tiers. Donc de la réparation de certains angles morts de la politique de la concurrence qui ne permettent pas finalement le développement d'une industrie dans des secteurs stratégiques et aussi dans la correction d'externalités négatives ou plutôt aussi dans la prise en compte des externalités positives, notamment en tout ce qui concerne des biens communs. Et donc, on a à partir de cette situation un petit revirement qui va renforcer justement ces aspects de des principes régulateurs qui étaient un peu manquants, mais qui va rester dans une logique qui est toujours horizontale, c'est-à-dire un cadrage réglementaire, des programmes de financement de la recherche, développement et de l'innovation, notamment avec le programme Horizon UE à la charge du budget européen, du financement par projet, donc
où l'Union européenne identifie des domaines prioritaires d'action pour son son fonds d'investissement InvestUE, pour la Banque européenne d'investissement et aussi pour le nouveau plan de relance européen, mais dans une logique bottom-up. Donc, ce sont les entreprises qui frappent au guichet ou ce sont les États membres dans le cas du plan de relance qui, avec les entreprises, organisent ces projets. Et une action publique peut intervenir avec des appels d'offres stratégiques, notamment avec la création de la demande par la demande publique dans certains domaines où la demande privée n'est pas suffisante, et aussi une action qui vise à créer des partenariats stratégiques hors de l'UE en mobilisant la politique extérieure de l'Union. Donc, toujours ce cadre transverse et horizontal, mais c'est vrai, avec plus récemment un guidage un peu plus vertical, avec l'identification d'écosystèmes stratégiques, des objectifs un peu plus clairs du plan de relance européen Next Generation EU, le monitorage continu des écosystèmes et des clusters par la direction du marché unique, et aussi la promotion et la coordination d'alliances industrielles dans une logique de partenariat à la fois public-privé, mais aussi privé-privé entre pays membres. Alors, on y est arrivé tout récemment à cette nouvelle stratégie. Il faut savoir que c'est avec la nouvelle Commission européenne d'Ursula von der Leyen qu'on a une approche un peu plus à la fois géopolitique et aussi industrielle. Déjà avec le lancement en 2019 du Pacte vert pour l'Europe, qui veut atteindre la neutralité carbone en 2050, et qui s'accompagne donc d'un plan d'investissement de ce Pacte vert qui vise à mobiliser à l'horizon 2027 1000 milliards, pas uniquement d'argent public ou européen, mais aussi d'argent privé, pour soutenir justement cet objectif. Bon, le problème c'est que en 2020, il y a pas mal de choses qui changent. On a une nouvelle stratégie européenne et industrielle européenne qui est annoncée juste en amont de la crise de la Covid, où on reprend quand même les concepts de compétitivité, concurrence, obstacle au marché unique, résilience, mais on donne pour la première fois un mandat à la Commission d'identifier des écosystèmes industriels et on met davantage d'accent sur la coordination et notamment sur les alliances et sur les projets importants d'intérêt commun européen. La Covid arrive et les choses changent aussi parce que avec le plan de relance européen Next Generation EU, on a de nouveaux sous. On a de l'argent qui est mis sur la table, à la fois pour atténuer les conséquences de la pandémie, c'est naturellement le premier objectif de ce fonds, mais aussi pour augmenter la résilience et la préparation aux défis des deux transitions. Et là, on rentre dans une logique qui est un peu plus logique de sécurisation des filières et de véritable accompagnement à la transformation industrielle. Effectivement, c'est en 2021 que la Commission adopte son principe de autonomie stratégique ouverte, donc réfléchit davantage qu'auparavant au nouvel environnement géopolitique et géoéconomique de compétition entre puissances et suite à la crise de la Covid, à la notion de résilience des chaînes de valeur et avec une prise en compte donc des interdépendances et des dépendances critiques donc en Europe. Et donc avec une nouvelle stratégie industrielle qu'elle présente, elle va prendre en compte aussi beaucoup plus les besoins de soutenir l'investissement qui avait été beaucoup atteint par la crise de la Covid et la volonté d'accélérer la double transition en ciblant
là où le marché unique est sous stress. Donc, elle identifie des écosystèmes critiques, leurs besoins et aussi leur trajectoire de transition pour mieux les accompagner. Elle va prendre en compte aussi les disponibilités qui sont nouvelles, qui sont fournies par le plan de relance européenne. Et donc, elle va accentuer une approche souple de partenariat public et privé. En 2023, on a le plan industriel du pacte vert, donc l'opérationnalisation en fait du pacte vert pour l'Europe du point de vue industriel, qui se veut aussi une première réponse à l'Inflation Reduction Act américain, donc aux subventions massives au secteur de du véhicule électrique et des énergies renouvelables. Mais ça reste là aussi un plan sans nouvel argent. Hein. Donc on a un plan industrie zéro net avec une législation sur les matières premières critiques et surtout un amendement de la réglementation d'aide d'État qui va permettre un peu plus d'accompagnement public à l'investissement dans les filières critiques. Donc, si on regarde un tout petit peu quels sont les écosystèmes stratégiques identifiés, eh bien, on retrouve quoi? On retrouve les secteurs qui contribuent le plus en termes de valeur ajoutée et d'emploi à l'économie européenne, mais on retrouve aussi les secteurs qui vont contribuer le plus aux deux transitions énergétiques et numériques. Et donc vous avez la liste dans le tableau de gauche avec donc ce qu'il constitue en termes de valeur ajoutée, donc de production, et aussi en termes d'emploi. Parmi ces 14 écosystèmes, la Commission européenne a identifié 3 secteurs critiques, celui des énergies renouvelables, de la mobilité électrique et de l'aéronautique, défense et espace, et 9 technologies critiques qui servent justement principalement ces secteurs et les transitions. Critiques aussi parce que ce sont celles où soit on a beaucoup de dépendances, soit où les dépendances deviennent un enjeu véritablement stratégique en termes de sécurité du marché unique, de sécurité européenne et aussi de potentialité en termes d'emploi et d'innovation. Par rapport à ces secteurs et à ces technologies, par ailleurs, l'Union européenne a aussi opéré une analyse des dépendances aux entrants critiques et dans une logique aussi de autonomisation de l'offre de ces entrants, ou du moins de-risking, comme on dit, réduction du risque par rapport aux dépendances sur ces entrants critiques. Alors, si on regarde un peu plus en détail les modalités d'intervention et de financement, on verra qu'il y a une multitude d'actions au niveau européen et qui implique aussi des actions au niveau national des pays membres. Et donc, ça rend un peu la lisibilité de la politique industrielle européenne très compliquée. Hein. Si on prend le premier cadran en haut à gauche, tout ce qui relève finalement du budget de l'Union européenne ou du budget adjoint qui est celui lié au plan de relance européen, le Next Generation EU. Eh bien, là, on n'a pas, au niveau du budget européen, on n'a pas de nouvel argent qui a été créé pour cette nouvelle stratégie industrielle. Mais on a une réorientation des fonds, que ce soit des fonds de l'agriculture, des fonds de cohésion, des fonds de développement régional, du fonds social européen, vers cet objectif stratégique industriel. On a quand même un volet qui est très important et assez riche, 95 milliards, qui est le programme Horizon
Europe, qui est, lui, véritablement l'exemple véritable de politique industrielle horizontale, hein, et qui vise à financer la recherche et le développement et l'innovation. Ensuite, on a des recettes du système d'échange des droits carbone, hein, donc qui va être aussi reversé au fonds d'innovation. Et après, on a les 750 milliards nouveaux du plan de relance européen, là où c'est véritablement de l'argent nouveau. Sinon, l'Union européenne agit aussi beaucoup avec un système de garantie, notamment à la Banque d'investissement européenne et au Fonds d'investissement européen InvestEU, qui, rien que dans la transition énergétique, vise à générer 372 milliards d'investissements privés et publics. Donc, on a là un effet de levier important, avec une réorientation des domaines d'action à la fois de la Banque européenne d'investissement et de ce fonds d'investissement européen vers les doubles transitions et aussi la logique industrielle. Ensuite, on a un volet qui est un volet de partenariat public-privé où l'Union européenne intervient avec un aménagement en fait des règlements sur les aides d'État, donc des règles de la concurrence, pour permettre davantage de financement par les États membres. Et ça vise surtout des projets importants d'intérêt européen commun qui peuvent être cofinancés donc par plusieurs États et plusieurs entreprises privées pour répondre à un objectif industriel commun. Et au-delà de tout ça, on a une pure activité de coordination qui est menée par l'Union européenne avec son activité habituelle, réglementaire, et une activité de coordination de plateformes, que ce soit des plateformes d'alliances industrielles, où on a d'autres exemples, la banque hydrogène, où on a un rôle de coordination de l'offre et de la demande, et une plateforme net zéro, où aussi l'Union européenne va essayer de justement mettre ensemble les différents acteurs potentiels. Alors, on va voir un peu sur deux exemples. J'ai pris deux écosystèmes, l'électronique et la mobilité transport automobile. Et on va voir comment, finalement, tous ces angles d'action vont intervenir. Par exemple, dans l'électronique, on voit comment intervient le plan de relance européen, avec l'objectif monter en puissance, qui a pour objectif de doubler la production de semi-conducteurs avancés à l'horizon 2025, de multiplier par 10 la production de processeurs efficaces en énergie. On voit que sur la mobilité transport automobile, ce même plan de relance intervient avec l'objectif recharger, ravitailler, avec un objectif bien spécifique de créer 1 million de bornes de rechange et 500 stations à hydrogène, toujours à l'horizon 2025. Le budget de l'UE intervient avec les différents fonds dont je vous ai parlé, mais avec ce programme spécifique Horizon Europe pour la recherche, qui, dans l'électronique, intervient surtout en finançant de la recherche et développement en composants essentiels, mais aussi sur l'intelligence artificielle et sur les ordinateurs à haute performance. Et dans le secteur de la mobilité, on a identifié notamment la recherche et développement en batterie et hydrogène et la connectivité et la modernisation comme domaine privilégié. Le fonds d'investissement aussi européen intervient avec des domaines stratégiques qui pour l'électronique sont l'intelligence artificielle et les semi-conducteurs, et pour la mobilité transport et automobile, les batteries, voitures connectées, toutes les infrastructures de recharge, mais aussi une aide à la rénovation des flottes
que ce soit pour les activités de leasing et aussi des flottes d'entreprises et la modernisation aussi des lignes de production pour la décarbonation. On a des programmes spécifiques qui interviennent, le programme pour l'espace et le fonds pour la défense dans l'électronique, le programme digital UE dans la mobilité et transport, et après on a naturellement une autre politique horizontale qui est le pacte pour les compétences qui a comme objectif de requalifier et augmenter les qualifications dans ces deux secteurs pour permettre l'intégration de l'innovation. Et après, dans les deux secteurs, on a des initiatives publiques-privées avec notamment 2 projets dans chaque secteur de projets importants d'intérêt commun européen. Alors, très rapidement, un exemple de politique horizontale est le financement de la recherche et de l'innovation. Comme je vous ai dit, c'est quand même un programme qui est assez important puisqu'il dégage 95 milliards sur la période 2021-2027. Et donc, il s'articule autour de 3 piliers. Un pilier qui est vraiment recherche et excellence scientifique et 2 piliers qui concernent un peu plus précisément l'industrie. Le pilier 2, compétitivité industrielle européenne et problématique mondiale, donc tout ce qui est transition, mais aussi sécurisation des chaînes de valeur. Et le pilier 3 qui est vraiment le pilier introduction de l'innovation. Et si on fait un petit zoom sur le pilier 2, on retrouve véritablement une grosse partie des écosystèmes qu'on a déjà identifiés précédemment qui sont intéressés par cette activité de recherche. Si on passe à tout ce qui est argent nouveau, donc le plan de relance européen Next Generation EU, on voit que dans les objectifs prioritaires de dépenses qui ont été identifiés, il y en a 7, eh bien, il y en a une grosse partie qui concerne donc les 2 transitions. Et au sein de ces objectifs, donc, qui fournissent un cadrage et une sorte de verticalité, en fait, pour la première fois dans l'identification des dépenses industrielles. Après, les pays ont une certaine liberté pour investir et on voit qu'il y a quand même certaines différences, même si on a un gros 40% dans la partie en fait verte, jaune et bleu foncé qui concerne principalement les 2 transitions. Donc, comme je l'ai dit, une contrainte qui est celle de avoir à peu près 57% d'investissement dans les doubles transitions. Donc, finalement, l'investissement, si on regarde l'allocation qui est faite par secteur, l'investissement qui est fait dans le secteur manufacturier est relativement limité. Mais l'investissement est fait dans tout ce qui est visiblement création d'un environnement propice aussi à l'industrie, avec beaucoup dans les services de transport, mobilité, et après naturellement dans les énergies renouvelables. Si on revient un peu plus dans l'actualité la plus récente, celle qui a concerné le plan industriel du Pacte vert annoncé cette année. Et bien, là, on n'a pas d'argent nouveau qui est mis sur la table. C'est plutôt une approche holistique avec un règlement industrie zéro net qui veut fixer des objectifs de production. On a un objectif de produire 40% dans l'UE pour tout ce qui est les matériaux critiques et les équipements verts. Il y a là aussi l'identification de projets industriels prioritaires et toujours une logique un peu transverse de assurer des meilleures conditions d'accès au marché, attirer l'investissement, simplification réglementaire. Et là, on a une nouvelle tentative avec la plateforme STEP de réorganiser
des dépenses européennes classiques au sein du budget de l'UE pour fournir une garantie additionnelle pour l'investissement en technologie critique, industrielle critique, et arriver à lever donc 160 milliards d'investissements publics et privés pour ces technologies. On a, comme je vous ai dit, une approche heuristique parce que tout cela s'accompagne d'un règlement sur les matières premières critiques pour sécuriser l'approvisionnement, mais fixer aussi un benchmark pour les capacités domestiques européennes de 10% d'extraction, de 40% de transformation et de 15% de recyclage de ces matériaux critiques au sein de l'UE. Et après, un volet qui est celui de la politique de la concurrence, qui est aménagé pour faciliter les aides d'État. C'était déjà le cas lors de la Covid, mais là, on le fait davantage avec beaucoup de simplification, d'accélération de procédures de notification et d'approbation par la Commission. On augmente les plafonds. Dans certains cas, on a aussi une exemption de notification. Et pour fournir une réponse aussi à l'Inflation Reduction Act américain, ce programme de subvention, on va permettre un soutien équivalent à ce que les entreprises auraient en cas de délocalisation. Il y a un autre volet qui veut accompagner tout ça et qui est la politique extérieure de l'Union, avec la volonté donc d'accompagner tout ça par une sorte de diplomatie des minérales et des investissements miniers, des accords de libre-échange et des partenariats stratégiques pour permettre de continuer à alimenter ces filières, notamment en matières premières critiques. Alors, la Banque européenne d'investissement intervient, elle, surtout dans le financement de risques d'innovation. L'idée est d'intervenir avec des prêts plutôt à long terme et des quasi-fonds propres, mais surtout aussi avec des mécanismes de partage des risques pour permettre à des investisseurs privés de apporter le capital à risque de long terme, donc en jouant un rôle d'intermédiation. Dans ces financements, il y a 14% des fonds qui sont précisément alloués à des projets industriels. Là-dedans, on a l'automobile et l'électronique qui sont des projets, des domaines un peu prioritaires qui ressortent. Et lorsqu'on voit les principaux pays bénéficiaires, eh bien, les trois grands pays de l'Union, de la zone euro, Allemagne, France, Italie, ressortent comme les principaux bénéficiaires aussi grâce à l'activisme de leur banque nationale d'investissement. Alors, autre volet est le volet coordination. Et donc, l'Union européenne a lancé des alliances industrielles avec l'objectif de coordonner la dépense privée nationale, donc créer des plateformes où les acteurs privés de l'industrie interviennent, mais pas seulement, le monde académique, la recherche, les partenaires sociaux, et l'Union agit en fait fournit cette plateforme de coordination avec le leadership de la coordination qui est ensuite pris par une entreprise privée. Et donc, on a 4 alliances qui sont déjà véritablement opérationnelles, celle des batteries électriques, des matières premières, de l'hydrogène et des plastiques circulaires. D'autres qui sont déjà en cours de lancement, celle des semi-conducteurs de l'industrie du data et du cloud, celle de l'aviation à zéro émission, mais aussi, il y en a qui sont prévus, lanceurs spatiaux, photovoltaïques et carburants à faible carbone. Alors, pour donner un exemple de quels sont les objectifs de ces alliances, on peut se concentrer sur l'alliance des batteries. L'objectif est d'assurer l'accès aux matières premières nécessaires, de soutenir la production et l'investissement européen, de renforcer le leadership industriel via des programmes de recherche et d'innovation, d'assurer une main-d'œuvre qualifiée pour toute la chaîne de valeur et avec une attention à la soutenabilité et aussi à la cohérence avec les autres objectifs européens.
Autre initiative de coordination et de partenariat, cette fois-ci public-privé, avec un levier cette fois-ci financier qui est celui de faciliter le financement public par les États, sont les projets importants d'intérêt européen commun qui ont globalement réussi à mobiliser 80 milliards de fonds publics et privés. On en a 7 qui ont déjà été lancés, 2 dans les batteries électriques, 2 dans les semi-conducteurs, 2 dans la microélectronique, et 2 dans l'hydrogène et 1 dans le rail. Et il y en a d'autres qui sont en discussion dans le cloud et dans la transition énergétique et dans la pharmacie. Au total, donc, on a 36 milliards d'aides publiques, d'aides d'État qui ont pu être mobilisées et qui ont permis d'attirer 50 milliards d'investissements privés. Donc, on peut regarder, par exemple, les écosystèmes et les acteurs du premier et deuxième projet des batteries. Ces 2 projets ont réussi à donc mobiliser 6 milliards d'aides d'État et 14 milliards de fonds privés. On voit que dans le premier projet, on avait 7 pays. Dans le deuxième projet, on a un nombre beaucoup plus important de pays qui sont arrivés. On voit une domination en termes de nombre d'entreprises, mais aussi de centralité en fait dans le projet avec des entreprises qui sont présentes dans plusieurs pays, de l'Allemagne, de la France, dans une moindre mesure de l'Italie et de la Belgique pour le premier projet et véritablement de l'Allemagne dans le deuxième projet. Un autre exemple est celui du projet sur la microélectronique et les technologies de la communication. Là aussi, on a 2 projets qui ont réussi à mettre ensemble 10 milliards d'aides d'État, 20 milliards de fonds privés. On voit là aussi la centralité à nouveau et l'importance par nombre des entreprises allemandes et françaises, avec une présence de ces entreprises dans plusieurs pays sur ces projets. Et bon, ça se justifie naturellement par la taille de l'économie, par les avantages compétitifs et préexistants, mais aussi il faut noter que 17% en fait des aides d'État mobilisées dans ces projets viennent d'Allemagne et de France. Donc il y a une volonté publique, une capacité budgétaire aussi très importante de ces 2 pays. Voilà pour le volet européen. Je passe maintenant la parole à Marianne qui va nous décrire l'approche française. Merci beaucoup Paola et bonjour à tous. Donc concernant la France, les plans de soutien public mis en place depuis la crise sanitaire, que sont France Relance et France 2030, totalisent 154 milliards d'euros étalés sur 10 ans. Le plan France Relance a été lancé lors de la crise sanitaire en 2020 et il dispose d'une enveloppe de 100 milliards d'euros sur 2 ans, financée à 40% par des fonds européens. Il est constitué en 3 volets, avec chacun 5 mesures phares. Le premier volet est l'écologie et la transition énergétique, qui représente 30 milliards d'euros, avec des mesures centrées principalement sur la rénovation des bâtiments et la transition vers des mobilités propres, mais aussi un dispositif de décarbonation de l'industrie. Le deuxième volet est dédié à la compétitivité des entreprises, avec une enveloppe de 34 milliards d'euros, et donc qui vise à accroître la résilience économique et l'indépendance technologique, mais aussi à développer l'activité et l'emploi de manière durable. Ce volet bénéficie tout particulièrement à l'industrie, en particulier pour les 10 milliards d'euros dédiés à la baisse des impôts de production, mais aussi le dispositif de soutien à l'investissement et la modernisation de l'industrie.
Au sein de ce dernier dispositif, des secteurs stratégiques ont été définis pour le volet national, puisqu'il dispose aussi d'un volet territorial. Ces secteurs sont l'aéronautique, l'automobile, le nucléaire, l'agroalimentaire, la santé, l'électronique et les intrants essentiels de l'industrie. Et ce volet donc prévoit des subventions au secteur stratégique, mais aussi des partenariats publics-privés pour attirer les investissements étrangers. Le dernier volet du plan de relance, c'est la cohésion des territoires, avec 36 milliards d'euros. Et il vise à limiter la hausse des inégalités, à sauvegarder l'emploi, à accompagner les personnes précaires et à encourager la solidarité. Si au sein de ce volet, l'industrie n'est pas spécifiquement ciblée, elle peut toutefois bénéficier par exemple du dispositif d'aide aux employeurs qui recrutent en apprentissage. Dans le cadre du plan France Relance, un appel à projet relocalisation dans les secteurs critiques a été lancé par la Direction générale des entreprises du ministère de l'économie et des finances. Un premier bilan a été établi en juillet 2023. Cet appel à projet cible 5 secteurs dits critiques, que sont l'agroalimentaire, la santé, l'électronique, les intrants essentiels et les télécommunications 5G. Ces secteurs critiques ont été définis en lien avec la souveraineté économique, afin de limiter la dépendance vis-à-vis des autres pays, en particulier hors de l'Union européenne, mais aussi limiter les risques de pénurie et la vulnérabilité face à la variation des prix. Ils ont aussi été définis en lien avec les transitions numériques et écologiques, dans la lignée notamment de la trajectoire de zéro émission nette à horizon 2050. Et l'objectif global de cet appel à projet est de développer des filières à l'échelle française et européenne. L'enveloppe prévue pour cet appel à projet était initialement de 850 millions d'euros, et ce sont finalement 838 millions d'euros qui ont été déboursés par les pouvoirs publics pour aider 482 projets impliquant 529 entreprises distinctes. Les petites et moyennes entreprises sont les principales bénéficiaires de cet appel à projet, puisque les PME d'au moins 10 salariés représentent 46% des bénéficiaires, soit 42% des subventions et 38% des investissements prévus. De manière générale, les entreprises bénéficiaires participent fortement aux chaînes de valeur mondiales et sont fortement exposées à des fournisseurs extra-européens, puisque les importations en provenance de l'extérieur de l'Union européenne représentent plus de 8% de leur chiffre d'affaires. Au final, ce sont 400 produits dont la production est relocalisée via cet appel à projet. Dans la santé, par exemple, 24 des 30 médicaments qui avaient été identifiés comme en grande tension durant la crise sanitaire ont vu au moins une des étapes de leur production relocalisée sur le territoire. Et une usine sera bientôt construite pour produire le principe actif du paracétamol et ainsi fournir un tiers des besoins européens. Dans la filière des matériaux et métaux, les projets soutenus prévoient la production de 800 tonnes de terres rares, à terme et en cumul, grâce au recyclage d'aimants, soit 30 à 50% de la consommation nationale d'aimants à cette échéance. Dans l'électronique, ce sont 23 technologies qui étaient jusqu'à présent non maîtrisées sur le territoire, qui seront à terme industrialisées pour la première fois en France, comme la fabrication de plaquettes de carbure de silicium, pour la fabrication de composants en électronique de puissance. Si on inclut l'ensemble des appels à projets du dispositif de soutien à l'investissement et la modernisation de l'industrie, la relocalisation de la production concerne même 600 produits. On peut maintenant passer au plan France 2030, qui a été lancé fin 2021. Il est structuré autour de 10 objectifs sociétaux et 6 leviers transverses, hors France 2030 régionalisés, qui couvre l'ensemble de la chaîne de valeur, de la recherche fondamentale à l'innovation jusqu'à l'industrialisation. Ce plan dispose d'une enveloppe de 54 milliards d'euros à horizon 2030 et il s'inscrit dans une logique déjà illustrée par les projets importants d'intérêt européen commun, de soutien à des stratégies principalement industrielles pour répondre aux enjeux des transitions économiques et sociétales, en ciblant des acteurs à très fort potentiel de croissance. Ce plan prévoit notamment la production de réacteurs nucléaires innovants avec une meilleure gestion des déchets, la production d'hydrogène décarboné avec 9 milliards dédiés à cet objectif si on inclut les 2 milliards d'euros du plan de relance. Il prévoit aussi la production d'énergie renouvelable, la décarbonation de l'industrie, la production de biomédicaments et de véhicules électriques et hybrides et la recherche spatiale. Concernant les véhicules hydrogène, les acteurs français devraient représenter 15 à 20% des parts de marché sur le marché européen à horizon 2030 sur le segment des piles à combustible et 35% sur le segment des réservoirs à hydrogène, contre 1 à 2% actuellement.
Le plan prévoit aussi des crédits au recyclage pour le recyclage des matières premières, avec un objectif de recyclage de 100% du plastique, mais aussi la production de métaux critiques de haute qualité et pureté, qui sont indispensables à la production de batteries, par recyclage des rebuts des gigafactories, et le tout basé sur une technologie de rupture. Au total, c'est la moitié des crédits du plan qui sont alloués à la transition écologique, et 50% des crédits sont dédiés aux acteurs émergents, à savoir les startups et les entreprises sur des marchés en émergence. Un an après son lancement à fin septembre 2022, 8,4 milliards d'euros avaient déjà été engagés dans le cadre de France 2030, et 60% des bénéficiaires étaient des PME. En conclusion sur la France, les pouvoirs publics français qui avaient déjà entrepris de reprendre une forme de stratégie industrielle depuis les années 2010 l'ont renforcée récemment via les plans France Relance et France 2030. Ce renforcement récent provient notamment de la nécessité d'une stratégie industrielle, mise en lumière notamment par la crise sanitaire. La stratégie française récente s'inscrit très bien dans le cadre européen décrit par Paola et présente pour particularité l'encouragement aux relocalisations et aux premières industrialisations sur le territoire, ainsi qu'aux acteurs émergents, notamment les startups. Je vais pouvoir laisser la parole à Tiziano sur l'Espagne. Merci beaucoup, Marianne. Donc, dans le cas de l'Espagne, le plan de relance synthétise la plupart des politiques publiques orientées vers l'industrie dans le pays. Ce plan s'articule sur 30 composants, tous leviers, qui proposent à la fois des réformes et des investissements, mais parmi ces 30 composantes, on peut identifier clairement 2 qui actent plus ou moins directement sur les filières industrielles. Donc, la première, c'est le plan politique industriel Espagne 2030, dont l'objectif serait la digitalisation de la chaîne des valeurs et l'amélioration de l'efficacité énergétique dans les secteurs clés pour la transition écologique et digitale. Donc, les fonds publics alloués à ce plan comptent 8 milliards d'euros, principalement sous forme de subventions. Et parmi les principaux investissements, on peut retrouver la création d'une base de données sectorielle pour les secteurs stratégiques. Donc, ce projet s'inscrit sur la stratégie européenne pour les données, qui vise la construction d'une base de données unique de libre disponibilité pour améliorer l'accès à l'information. Dans le cas de l'Espagne, ce projet vise particulièrement l'industrie agroalimentaire, la santé et la mobilité connectée. Ensuite, on a le programme de promotion de la compétitivité et durabilité industrielle. Donc, ce programme concerne principalement les projets stratégiques pour la transformation économique. Donc, c'est une nouvelle figure dont je vais parler dans quelques instants, mais qui vise à la transformation des chaînes de valeur dans des secteurs stratégiques. Ensuite, on retrouve également le plan de réglementation des déchets, de promotion de l'économie circulaire, qui vise des industries comme le textile, le plastique ou bien les biens d'équipement pour les énergies renouvelables. L'idée, c'est d'encourager l'économie circulaire au sein de l'entreprise et digitaliser la gestion de l'environnement. Et finalement, on retrouve une ligne de prêt focalisée sur les véhicules connectés et l'industrie agricole. Donc, la deuxième composante ou levier important pour l'industrie, dans le cas de l'Espagne, est le plan de soutien aux PME, plus ouvert en termes de destinataires, puisqu'il concerne aussi les entreprises de services, avec un montant de 63 milliards, principalement sous forme de prêts. Donc, on retrouve la ligne de l'Institut officiel de crédit. Il y a 2 lignes, la ligne verte pour 22 milliards qui va financer des projets liés à la transition écologique et une autre ligne pour les PME qui ont subi des difficultés face à la récente hausse des taux d'intérêt et qui sont fragilisés par rapport à ça. Ensuite, il y aura un volet dédié spécialement à l'industrie du jeu de vidéo et l'audiovisuel de 1,5 milliard d'euros et un fonds public de capital risque qui s'appelle le fonds NextTech qui va financer des startups technologiques dans le secteur de pointe. Alors, c'est très large, ça peut aller de l'intelligence artificielle, nanotechnologie, jusqu'à la robotique, etc. Et enfin, il faut mentionner une ligne de subvention de 3,5 milliards d'euros pour encourager les PME à adopter des solutions digitales, que ce soit dans la chaîne de production ou bien dans d'autres activités courantes. Donc, voilà pour ces mesures qui visent plusieurs secteurs industriels. Maintenant, on va passer à une figure d'action plus focalisée.
Donc, une partie importante du plan espagnol se base sur ces projets stratégiques pour la relance et la transformation économique, dont l'acronyme en espagnol, c'est PERTE. Ces projets sont inspirés des projets européens d'intérêt commun et visent des secteurs industriels très bien définis. Il y a 12 projets à approuver et chacun est dirigé par une commission mixte public et privé, pardon. On retrouve les principales entreprises qui opèrent sur le secteur, les syndicats, les communautés autonomes ou bien les ministères. Donc concrètement, chaque projet propose une stratégie de développement de l'industrie en question et ensuite les entreprises peuvent présenter des projets qui pourraient éventuellement s'inscrire dans ces sous-programmes d'investissement. Les montants accordés sont généralement une combinaison de prêts et de subventions en fonction de la nature du projet, par exemple, ou de la taille de l'entreprise. C'est différent la proportion des subventions et prêts si on finance la conception, le design, la recherche ou bien la fabrication et l'installation des usines. Ces projets sont très importants, non seulement en termes de montants, donc on parle de 40 milliards d'euros sur la période 2021-2026, ce qui représente un quart du plan de relance espagnol qui compte pour 160 milliards. Ils sont très importants aussi parce qu'ils mobilisent l'investissement public. Pour se présenter à ces projets, il faut financer une partie de l'investissement. Donc ces PERTE sont des projets complexes et ambitieux qui visent la transformation intégrale d'un secteur considéré clé dans l'économie. Et chaque projet a ses particularités. Moi, je vous propose de regarder rapidement un exemple concret dans le PERTE véhicule électrique connecté, comme vous pouvez voir dans le slide. Donc, ce projet est une initiative intégrale sur la chaîne de valeur industrielle du véhicule électrique et connecté, avec l'objectif de créer l'écosystème nécessaire pour permettre la fabrication et la conception de ce type de véhicule intégralement en Espagne. N'oublions pas que l'Espagne a des avantages comparatifs par rapport aux autres pays. Elle est le deuxième producteur d'automobiles au niveau européen. Donc, pour cela, ce projet va acter sur deux lignes. La première, c'est la promotion des projets qui visent spécifiquement la chaîne industrielle. C'est là, évidemment, qu'on retrouve les programmes les plus importants, appelés lignes d'action intégrales pour un montant de 3 milliards d'euros. Il est vraiment très large. Il va financer des nouvelles lignes de fabrication et assemblage de véhicules, des piles d'hydrogène, batteries électriques, conception et fabrication de bornes de recharge, mais aussi d'autres composants spécifiques aux véhicules électriques tels que les microprocesseurs, les capteurs ou encore des solutions pour l'intérieur du véhicule ou l'intégration de l'intelligence artificielle pour les véhicules autonomes encore. Il y a également d'autres programmes tels que la création d'une base de données sectorielle, une ligne pour l'incorporation de l'intelligence artificielle dans la production et un programme spécifique pour la connectivité des véhicules. Donc, le deuxième moyen d'action vise l'environnement plus proche de la chaîne industrielle et comprend des mesures plus générales qui concernent l'électrification, l'installation de bornes de recharge, la digitalisation, notamment la 5G dans le processus de production, ou bien des incitations à la demande de véhicules électriques ou encore la formation professionnelle spécifique au secteur. Donc, ce projet est seulement un exemple, mais je pense qu'il illustre bien l'approche holistique de ces nouvelles figures d'investissement public et privé spécifiques à l'Espagne, qui visent des secteurs bien définis et qui mobilisent pour certains projets des importants fonds privés. Donc, voilà pour l'Espagne. Je passe la parole à Sofia qui va nous présenter l'approche italienne. Bonjour, merci à tous. Alors, en ce qui concerne l'Italie, moi je vais essayer d'être assez rapide parce que ça approche la fin du temps. Merci Tiziano. Pour ce qui est de l'Italie, on peut pas parler de politique industrielle. Enfin, il est difficile de parler proprement de politique industrielle. Par contre, ce qu'on observe à la lecture du plan de relance, c'est que ce dernier est un miroir de la stratégie européenne et reprend finalement dans ses grands axes, dans ses grandes missions, les 14 écosystèmes qui ont été identifiés par la Commission européenne dans le cadre de son plan de politique industrielle. Donc,
Partant de ce principe-là, on peut dire que finalement la politique industrielle ou la stratégie industrielle italienne est principalement une question de financement. C'est surtout une histoire de financement qui passe par ce plan de relance, qui, pour rappel, est à hauteur de 191 milliards d'euros et pour lequel l'industrie, on va dire les investissements qui sont dédiés aux filières industrielles au sens très large, représentent à peu près 16%. Donc, ce qui est un petit peu plus que ce que tu avais montré, parce que si on prend vraiment le sens très large. Et elles suivent, on va dire, 3 logiques. La première logique, c'est une logique, on va dire, de financement, de type de financement qui est la plus simple. 77% de ces financements qui sont dédiés aux filières industrielles sont des prêts. Et à peu près 23% sont des subventions. La deuxième logique est une logique en fait sectorielle. On a à peu près 10 grandes chaînes d'approvisionnement stratégique qui sont identifiées dans l'économie italienne, dont une partie sont ce qu'on pourrait appeler les secteurs traditionnels, qui obtiennent près de 14 milliards des fonds alloués. Et donc l'objectif finalement sur ce Made in Italy ou ce Made in Italy, c'est de promouvoir à la fois, on va dire, l'avantage comparatif sur ces filières, sur ces filières spécifiques, enfin dans lesquelles se démarque l'industrie italienne, en augmentant notamment ou en accompagnant leur processus de modernisation et de digitalisation, à travers le Transition 4.0. C'est globalement le rôle de la mission 1 qui est de pouvoir répondre à cette idée de digitalisation. Donc, à travers la Transition 4.0 qui permet via des subventions, donc principalement des subventions pour ces secteurs traditionnels, qui permet via des subventions de pouvoir accélérer la digitalisation, de pouvoir les accompagner finalement dans la double transition. Le deuxième aspect sectoriel, on va dire le deuxième bloc sectoriel, c'est ce qu'on pourrait appeler les secteurs innovants, les secteurs d'avenir. Et pour ces secteurs d'avenir, on observe qu'il y a une autre logique qui se met en place. Alors ces secteurs d'avenir, ce sont principalement des secteurs qui sont identifiés dans la double transition. Le premier, comme a dit Paola, est plutôt lié à la question de la digitalisation. Enfin, parmi les secteurs d'avenir, il y en a un qui est lié à la question de la digitalisation et qu'on peut définir par l'aérospatiale, pour lequel il y a des enveloppes de financement spécifiques, je vais y revenir juste après. Et le deuxième, on va dire grand bloc, qui regroupe 2 secteurs, et celui qui est dédié à la question des énergies renouvelables, et avec 2 technologies phares qui sont celle des batteries, qui en fait répond à la question et à la problématique du stockage, mais au sens large, qui peut intégrer également des investissements dans le photovoltaïque et dans d'autres types d'énergies renouvelables. Et le deuxième bloc qui serait l'hydrogène, qui bénéficie de différents financements. Pour ces secteurs d'avenir, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a, on va dire, 2 grands types on va dire, de modes opérationnels ou de focus, on va dire, sur les investissements. Le premier, c'est vraiment un investissement sur la R&D et sur la recherche fondamentale. C'est pour ça qu'une partie des financements qui sont liés finalement, qui sont dédiés à ces secteurs, on les retrouve dans la mission 4, qui est celle spécifique à la question de la recherche et surtout de la relation entre recherche-entreprise, parce que l'objectif est vraiment en fait de connecter les deux et de stimuler l'innovation. Puis ensuite, on retrouve la plupart des financements dans la deuxième mission qui est liée à la transition climatique. Donc en fait, on a finalement des lignes assez éparses, mais si on les regroupe, on se rend compte que sur ces secteurs d'avenir, sur lesquels en fait l'Italie essaie de mettre un accent, on a des financements qui sont quand même relativement importants si on les rassemble et qui répondent vraiment à cette logique-là, voilà, de la recherche fondamentale jusqu'à l'exécution. Et donc on retrouve à peu près 1,5 milliard d'euros qui sont dédiés à l'aérospatiale et à ses différentes déclinaisons, parce que l'idée étant que certaines technologies soient réapplicables en fait à d'autres secteurs ou d'autres types de services tels que la télémédecine. On retrouve ce deuxième grand bloc qui est l'énergie renouvelable, les piles et l'hydrogène, où on a ces 2 sous-blocs que sont les batteries et l'hydrogène. Alors on a des investissements directs dans ces 2 secteurs.
qui sont plutôt relatifs quand on parle de la mission 2 à ce qui est de la faisabilité, en fait, de la mise en place des secteurs, notamment par exemple dans l'hydrogène, on retrouve des lignes de financement qui concernent l'hydrogène et le transport ferroviaire, ou l'hydrogène et les bus électriques, de façon à vraiment repenser cette question de mobilité, mais c'est plutôt vu sous une approche industrielle. Et en fait, on a également ces participations au programme européen dans lequel se raccroche l'Italie, notamment pour l'hydrogène. On a à peu près un peu plus de 450 milliards qui sont dédiés et qui font quand même une enveloppe assez conséquente de près de 4 milliards rien que pour l'hydrogène. Et enfin, on a aussi un investissement sur les semi-conducteurs qui est double, parce que si on prend les 300 qui sont liés au développement de la microélectronique, en fait de la filière électronique en Italie, plus ceux qui sont rattachés au projet européen, on se retrouve quand même avec une enveloppe de près d'1 milliard pour les semi-conducteurs, qui vise finalement deux doubles objectifs, parce que les semi-conducteurs, c'est à la fois pour l'aérospatial et pour les questions de digitalisation, mais on retrouve également cette problématique-là dans tout ce qui est mobilité verte, etc. Et donc dans les investissements qui sont liés, par exemple, au secteur automobile. Par contre, ce qu'on observe dans le cas italien, c'est qu'il n'y a pas de politique, pour le coup, si on reprend le terme de Tiziano, holistique, finalement, de vision globale de cette politique industrielle. Sur certains secteurs où on a des initiatives encadrées par les pouvoirs publics, par exemple si on prend les semi-conducteurs et la question électronique, on a au sein du ministère du Made in Italy un bureau dédié à la coordination des aides dans le secteur. Pour ce qui est de l'hydrogène, une initiative de plan avait été mise en place, ou plutôt une consultation en 2020 qui n'a pas encore abouti, mais on pense que dans le futur proche, on va avoir finalement des stratégies qui devraient commencer à se mettre en place, d'abord sectoriellement. Puis aussi, ce qui a été annoncé, c'est la volonté de mettre en place une stratégie globale sur la question industrielle par le ministre du Made in Italy l'année prochaine, en 2024. Donc, pas de stratégie industrielle en Italie, mais une logique industrielle qui favorise l'avantage comparatif et qui accompagne finalement l'arrêt de l'innovation dans la double transition. Parfait. Merci Sophia. Efficace et rapide, malgré le peu de temps qu'on t'avait laissé. Donc, si je peux résumer, finalement, même en l'absence d'une véritable politique industrielle européenne, la nouvelle stratégie a réussi quand même à cadrer les politiques des pays avec des réponses différenciées. Et on voit bien en France deux logiques, relocalisation et incubation. Finalement, si on peut résumer, en Espagne, focus sur le partenariat public-privé et dans une filière qui est celle de l'automobile, et là, une volonté un peu plus précise de constituer une chaîne de valeur nationale tout à fait, oui. à côté de ce qui se fait en Europe sur une chaîne européenne. Et en Italie, pour résumer aussi, alors là, plus un accompagnement dans la transformation de l'existant, et notamment de l'existant là où on a des avantages comparatifs, plus une amélioration globale du milieu des affaires, en fait, et y compris de l'administration et de l'efficacité de l'État. D'accord, donc on a utilisé un peu tout notre temps, mais on va quand même prendre quelques questions, parce que vous en avez posé beaucoup. Alors, beaucoup d'entre elles touchent finalement la question de la politique européenne par rapport aux politiques des deux autres grandes zones, États-Unis et Chine. Donc, je vous renvoie déjà à notre dernière webconférence d'il y a une semaine sur la réponse européenne à l'Inflation Reduction Act, où vous avez déjà une partie des réponses à vos questions, mais je vais quand même vous en rappeler quelques-unes. Vous pouvez les consulter en ligne, à la fois sur le portail ECHO et sur le site internet d'ECHO. Alors, j'en reprends quelques-unes. Quelle est la politique européenne pour contrer le dumping de la Chine sur les véhicules électriques? L'Europe prépare-t-elle un Inflation Reduction Act à l'européenne? L'Europe ne se montre-t-elle pas, comme toujours naïve, en restant attachée au libre-échange face aux concurrents tels que les États-Unis et la Chine,
qui, au mépris des règles de l'OMC, n'hésitent pas à privilégier le protectionnisme. Et une autre, 40% de production UE pour les équipements verts, c'est très bien, mais l'UE se donnera-t-elle les moyens de lutter contre le dumping chinois, notamment panneaux solaires, mais aussi batteries? Alors, j'ai essayé de répondre rapidement à tout ça. Alors effectivement, on reste dans la réponse européenne dans une logique qui est une logique qui marché concurrentiel et attachement au libre-échange. L'attachement au libre-échange, c'est une étape obligée, puisque du moment où on est fortement dépendant sur tous les entrants, notamment de matières premières, eh bien, il faut éviter en fait des politiques qui puissent fâcher et nous mettre en danger en termes d'approvisionnement. Et donc, on reste dans une logique où, via la politique extérieure de l'Union et la politique commerciale, des accords de libre-échange, de clubs de matières premières, mais on doit laisser notre marché aussi ouvert comme contrepartie de tout cela. L'Union européenne pense que finalement le meilleur moyen de répondre est se spécialiser dans l'innovation. C'est-à-dire, par exemple, sur les panneaux solaires, tout ce qui est photovoltaïque, c'est clair, on est sur un produit standardisé dans lequel il y a une domination chinoise. Il y a la possibilité pour certains acteurs, y compris de pays émergents, de entrer ce marché un jour. On produira quelque chose sur le territoire européen. C'est pas là où on est dans des produits particulièrement innovants et où notre avantage comparatif pourra véritablement se développer. Donc sur la batterie, c'est une autre question. Là, on investit massivement et on investit surtout dans tout ce qui est très innovant dans la batterie, c'est-à-dire tout ce qui va en réduire le poids, tout ce qui va en augmenter les capacités de recyclage pour justement pallier à ceux qui sont nos points faibles, c'est-à-dire les matières premières. On a vu le plan français à quel point il est précis sur cette contrainte de circularité de la batterie. Donc, alors la réponse, par contre, qui est donnée aux véhicules électriques chinois, eh bien, vous avez vu les dernières annonces de la Commission européenne, qui sont celles d'initier une enquête sur les subventions. Ça s'inscrit dans les mesures de protection du marché unique. C'est pas nouveau, hein, c'est une activité qu'on mène déjà. Là, ça sera fait sur une très large échelle. À ce jour, ce qu'on peut dire, c'est que finalement, le différentiel de prix dû aux subventions est estimé globalement par l'Union européenne à 20%. Donc, cela pourrait se traduire par un droit de douane d'environ ce montant. Hein. On est sur une enquête qui est longue, de 13 mois. Ensuite, il y a une période de à peu près une autre année avant d'arriver à des mesures très précises. À ce jour, l'industrie européenne s'est dite très favorable à ces mesures. Par contre, l'industrie allemande, pas du tout. Hein, parce qu'elle craint véritablement les rétorsions sur le marché chinois pour les producteurs allemands. Et après, des rétorsions aussi sur les matières premières, puisque la Chine, on sait, domine finalement désormais le marché des matières premières, sur notamment celles utiles aux transitions. Donc on est effectivement à risque de rétorsion, mais on verra. Pour l'instant, j'ai pas trop d'idées de comment aboutira ce processus. Donc, on a quand même pris pas mal de questions déjà ensemble. Il y a une question. Une politique de grands travaux à l'échelle européenne est-elle envisageable? Je crois pas.
Par contre, il y a des choses qui sont faites dans le rail notamment, dans les trains, les projets trans-européens de communication en fait, et dans le rail. Notamment, il y a un des projets importants d'intérêt européen commun qui touche le rail. Ça touche principalement un pays parce que c'est la liaison danoise en fait, mais avec une connectivité pour l'Allemagne aussi. Et donc c'est véritablement dans ce cadre-là où les choses pourront se faire. On voit quand même qu'en Italie, une grosse partie du plan de relance concerne le rail et notamment la connexion du sud du pays. Donc voilà, il y a des choses qui peuvent se faire dans ce cadre-là, mais on sera pas on va pas bâtir de l'européen physiquement, quoi. Voilà. Donc, bon, on a largement dépassé le temps qui nous était imparti. Donc, on vous remercie pour votre attention. Je vous rappelle qu'il y aura un questionnaire de satisfaction à remplir et que vous aurez un message pour pouvoir revoir le replay. Et dans tous les cas, cette webconférence, comme toute la série de webconférences sur l'avenir de l'Europe qui ont touché à ces questions d'autonomie stratégique européenne, sont disponibles à la fois sur le portail ECHO et sur le site internet d'ECHO pour être réécoutés. Merci à tous et merci à Marianne, Tiziano et Sophia. À bientôt. À bientôt. Au revoir.